ces planisphères de par sa taille. Pas tous les planisphères, on va le voir. Bonsoir Françoise Bauken. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse en géographie et en cartographie à l'université Gustave Eiffel, chargée de cours aussi à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes co-autrice avec Nicolas Lambert du livre Cartographia, comment les géographes redessinent le monde, avec entre parenthèses le re, et c'est important, redessine ou dessine, édition Armand Collin. Alors on va commencer avec cette campagne dont vous avez sans doute entendu parler, Correct the Map, corrige la carte, qui a pour objectif justement de faire adopter la projection cartographique Equal Earth, qui selon eux correspond plus fidèlement à la taille des continents et des pays. Une campagne soutenue d'ailleurs à la mi-août par l'Union africaine et ses 55 États membres. Voici comment, ici à TV5 Monde, nous en avions parlé, donc mi-août, récit signé Louisa Abrit. L'Afrique et le Groenland font la même taille. C'est la représentation habituelle des cartes. Il s'agit de la projection Mercator, qui date de 1538 et que l'on utilise encore aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Faire des cartes plus justes, c'est le combat de deux organisations. La taille actuelle de la carte de l'Afrique est incorrecte. C'est la campagne de désinformation la plus longue de l'histoire et elle doit s'arrêter maintenant. Comme la Terre est ronde, ils ont diminué la taille du continent pour tout faire rentrer. Ensemble, ils ont fondé le projet Correct the Map, ou corriger la carte en français, et veulent démocratiser l'usage d'une carte qui se rapproche davantage de la taille réelle des pays. C'est celle-ci, publiée en 2018. Et ça change un peu la donne. Nous travaillons sur une campagne pour promouvoir une projection plus juste de la taille des pays, pour que ça devienne la norme principale dans les salles de classe, mais aussi dans les institutions internationales. Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes. Le continent africain fait 30,37 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunie. L'Union africaine s'est emparée du débat et soutient la campagne afin de redonner au continent la place qu'il occupe réellement dans le monde. Voilà pour bien comprendre de quoi nous allons parler. Françoise Bauken, juste sur le continent africain, quand on le voit à côté du Groenland, c'est saisissant, 14 fois plus grand et il apparaît quasiment égal en superficie sur cette fameuse projection Mercator. Comment l'expliquer ? Oui, alors que le Groenland devrait justement avoir la taille de l'Arabie Saoudite, par exemple. Oui. Comment on l'explique ? C'est parce qu'il y a un enjeu lors du passage de la sphère au plan, donc ce qu'on appelle la projection cartographique. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous comparez les différentes tailles de pays sur une projection qui n'a pas été réalisée pour permettre cette comparaison de taille des pays. La projection de Mercator est utilisée historiquement depuis le XVIe siècle pour la circulation maritime. Et donc, elle permet la navigation en mer et respecte plutôt des distances en ligne droite. Elle n'a pas été conçue pour comparer les surfaces des pays. D'autres projections sont spécifiquement conçues pour être, comme on dit, équivalentes à la surface. Celle de Mercator était équivalente aux angles en fait directionnel pour la navigation. Mais je parle sous votre contrôle, il n'y a pas que cette carte. Par exemple, les élèves anglo-saxons, peut-être, je ne sais pas, en Grande-Bretagne, en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, ils ont cette carte ou ils ont... J'ai vu qu'il y avait aussi la projection de Peters. Voilà, alors il y a différents types de projections qui concernent soit les distances, soit les surfaces, soit les tailles des pays. Donc ça, c'est un premier enjeu lié à la spatialisation des informations qui sont sur la sphère. D'autres enjeux existent, comme par exemple le cadrage de la carte, le centrage, quel est le pays qui va être au centre, quel est le pays qui va être aussi en haut de la carte, puisque le document est désormais plan, c'est un rectangle. Donc il y a tout un tas d'enjeux autour de qui est en haut, en bas, à l'ouest et à l'est. Et depuis les années 70, vous venez de l'évoquer, des Australiens, un universitaire australien s'est interrogé et a souhaité savoir pourquoi son pays était toujours en bas, tout en bas, de la carte à droite, comme s'il était caché. L'enjeu est le même pour la Nouvelle-Zélande. Et il a mis en place ce qu'on appelle une action corrective de la vision européocentrée historique
sur Mercator, en proposant d'une part de renverser la carte, comme ça l'Australie, qui est traditionnellement en bas, remonte dans le haut de la carte, et aussi d'adopter une projection qui s'intéresse à la surface des pays, pas à la forme, à la surface des pays. Et cette projection qui est dite conforme, c'est la projection de Gale Peters. Et quid des globes? Alors, tout ce qui est... le fait de passer d'être sur un globe plutôt sur un plan et qu'on n'est pas justement soumis à cette question de projection et d'altération sur les formes, la taille et la distance. Sauf qu'on ne peut pas visualiser sur un globe l'entièreté du monde. Il faut le faire tourner, mais on peut tourner, pivoter. Mais d'autres avantages, c'est qu'il n'y a ni haut ni bas, vous voyez, ni centre. La question du centre est aussi largement discutée dans Cartographia. Sur un globe, la question du centre se pose d'autres manières que sur un document à plat devant nous. Alors sur TV5 Monde, nous sommes beaucoup regardés, vous le savez, en Afrique, et c'est très intéressant, notamment par exemple en République démocratique du Congo, qui est plus grande que le Groenland à elle seule, alors qu'elle apparaît, mais alors beaucoup plus petite sur le planisphère de Mercator. Quelles conséquences, quel effet ça produit chez nous de voir le monde ainsi depuis l'enfance, depuis l'école ? Alors chez nous, tout dépend de quel chez nous vous parlez. Là en l'occurrence, là on est en Europe. Donc au Congo, on est plutôt chez nous en Afrique. En Afrique centrale, en fait, les cartes, elles sont toujours centrées, elles sont toujours situées, et il y a une double intentionnalité. Donc, on s'intéresse à qui fait la carte, donc il y a une autorité quand même de qui fait la carte, pour montrer quoi et à qui. Alors, effectivement, si on est un ressortissant d'Afrique centrale, on sera intéressé à faire une carte qui soit centrée plutôt sur la zone Afrique, Golfe de Guinée, qui soit placée au centre, bon, le méridien de Greenwich convient, qui soit plutôt placé au centre, et où les formes et les surfaces du continent africain ou de la zone d'Afrique subsaharienne soient respectées. En revanche, si on est en Europe, comme actuellement, on va plutôt privilégier effectivement des projections qui vont favoriser la vision des pays occidentaux du Nord. Alors à l'origine, vous l'avez dit, c'est tracé XVIe siècle, il y a le commerce triangulaire, il y a l'esclavage. Pourquoi est-ce que ça s'est pérennisé même à la fin, après l'ère post-coloniale, en fait, ces cartes-là ? Alors, il y a un enjeu politique. Le fait qu'on utilise toujours la carte de Mercator, dans une partie du monde. Oui, parce que d'abord Gérard Mercator, c'était un grand géographe, ce n'était pas n'importe qui, mais je pense que c'est plutôt le grand public ou la démocratisation de la cartographie sur le web qui a conduit au maintien de cette projection, parce que je ne veux pas les citer, mais les grands dispositifs actuellement de cartographie sur le web, sur le géoweb, utilisent tous par défaut la projection de Mercator. Je pense que Google, d'ailleurs, a récemment changé de projection. Donc ça, c'est une chose liée à la pratique, en fait. À la pratique et à la diffusion, en fait, de la cartographie en ligne. Parce que dans les milieux universitaires ou étudiants, ou dans les milieux activistes, la projection de Mercator n'est pas celle qui est forcément privilégiée, puisqu'en général, on adapte la projection à la région du monde étudiée et au thème représenté. Alors votre livre est loin de ne parler que de cette question. Vous évoquez plein d'autres cartes. La Terre est-elle vraiment ronde? Pourquoi le Nord est-il en haut sur nos cartes? Vous l'avez évoqué. Quelle est réellement la plus haute montagne? Les continents existent-ils vraiment? Et peut-on truquer une élection avec des cartes? Autant de questions sérieuses. Peut-être un exemple justement. Pourquoi truquer une élection avec des cartes? Alors, c'est pas pourquoi truquer une élection avec des cartes. Non, mais comment des cartes peuvent-elles permettre de... Oui, mais justement, alors ça, c'est toute la question liée, entre guillemets, à ce qu'on appelle le mensonge des cartes, ou plus généralement, toutes les manipulations de données, des données géographiques, statistiques et du message que l'on peut avoir. Et par rapport aux élections, il y a un enjeu sur le maillage, donc la partition territoriale qui va être utilisée pour en fait dénombrer le nombre des votants à l'échelle locale du bureau de vote et remonter l'information jusqu'au niveau national. Vous voyez bien que selon que vous dénombrez selon que vous agrégez le nombre de votants par couleur politique à l'échelle des communes, des départements ou des régions, vous n'obtiendrez pas la même information que si vous passiez à l'échelle des circonscriptions électorales. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en géographie un effet de maillage. En fait, c'est l'échelon de la circonscription électorale, donc le découpage en circonscription serait plus efficace que le découpage, par exemple, des communes. Donc c'est pour cela qu'on a fait il y a toute une section pour montrer
dans Cartographia, comment la manière dont on va partitionner l'espace et rattacher des circonscriptions aux différentes zones influence in fine le résultat. Alors sur Google, c'est intéressant, racontez-nous, vous prenez l'exemple notamment de l'Algérie, du Maroc, du Sahara occidental, sur le tracé des frontières Israël-Palestine, Inde, Pakistan, mer de Chine également. Google, en fait, tout simplement, s'adapte au pays d'où on se connecte. Prenons l'exemple de la Crimée, vous le donnez d'ailleurs. Si on est en Russie, si on est en Ukraine et si on est en France, c'est pas pareil. Oui, parce qu'il y a un enjeu géopolitique très fort lié à la représentation du monde et à la vision de ce monde-là en fonction de là où on se trouve. Google, c'est quand même un GAFAM et ils ont bien compris. Business is business. Comme business on dit, is business. Ils ont bien compris l'enjeu de la carte et puis surtout, ils veulent s'aligner sur les volontés des autorités locales. C'est-à-dire que si je suis en Russie, pas de frontière, la Crimée appartient à la Russie. Si je suis en Ukraine, il y a une frontière, puisque l'Ukraine considère que son territoire annexé l'est évidemment illégalement. Et côté français, il y a des pointillés. Voilà. Et donc, en fait, c'est le pouvoir de la carte et c'est aussi le pouvoir par la carte. Donc ça pose quand même un grand problème, un gros problème passionnant, sur la vision du monde, sur la compréhension des grands enjeux contemporains, parce que et puis d'équité au niveau mondial, parce que si tout le monde n'a pas accès à la même information concernant le même territoire, parce que c'est notre terre commune, c'est pas parce qu'on habite dans de tels endroits du monde qu'on ne peut pas avoir l'information sur le tracé des frontières, sur les dénominations, sur donc il y a vraiment un enjeu. Et je signale aussi que dans Cartographie, vous parlez des légendes éminemment importantes, les légendes sur les cartes, parce qu'elles peuvent être ou bienveillantes ou malveillantes ou neutres. Mais je laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs lire votre livre Cartographia, édition Armand Collin. Merci à vous. Merci. L'hommage